Salut à tous, cette semaine on part au Proche-Orient pour tenter de comprendre les raisons d'un conflit en cours entre Israël et le Liban. Alors je vous avais déjà expliqué il y a quelques mois les raisons historiques du conflit entre Israël et la Palestine. Il y a des moments ça va faire écho forcément à cette vidéo, mais bon, je me dis que pour les nouveaux au moins ça apprendra la situation et pour les anciens, ça fera tout simplement un cours de rappel. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un principe, celui du brouillard médiatique. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais là c'est important de reprendre la notion parce que c'est le cas dans ce conflit israélo-libanais. D'autres manières de consommer l'information, un peu comme un fast-food, ça amène des problématiques dans le traitement médiatique. Parce que quand on superpose le besoin d'actualité grandissant avec notre modèle économique basé sur la vitesse d'information et la vitesse d'arrivée de l'actualité, on arrive à un système où il faut toujours alimenter la machine. Ce mix, ça pousse les médias à se réinventer chaque jour et il y a beaucoup de médias qui passent dans la politique du buzz. Et le problème avec ce système, c'est que le public s'est habitué au changement d'information. Et c'est pour ça que de nombreux médias autour du monde marchent sur cette politique du buzz pour attirer le maximum de personnes sur une information avant de passer à une seconde. Ce qui fait que malheureusement, une situation qui est surmédiatisée peut quelques semaines plus tard ne plus être couverte du tout. Et c'est exactement le cas dans le conflit qui a lieu actuellement en Ukraine ou dans les divers conflits qui ont lieu au Proche-Orient. Parce que les négociations entre l'Iran et les États-Unis n'aboutissent pas et le conflit israélo-libanais intéresse beaucoup moins les gens que le conflit israélo-palestinien. Les médias y cherchent donc des nouvelles portes de sortie, comme la Coupe du Monde qui arrive actuellement, ou encore les tensions américano-cubaines. Ça permet tout simplement aux médias de continuer à intéresser les masses et de continuer d'apporter chaque jour du flux et du trafic sur les sites internet. Et ça, c'est pas une critique des médias, c'est une critique tout simplement de nos attentes à nous en tant que citoyens. Parce que c'est nous, les consommateurs de médias, qui bâtissons le modèle médiatique en fonction de nos besoins. Et je trouve ça très dommage parce qu'il y a des situations en tant qu'occidental qu'on traite absolument pas, comme par exemple le Soudan ou comme par exemple le conflit actuel entre le Liban et Israël. Alors je dis pas que tout le monde le traite pas, il y a bien des grands médias qui envoient des reporters sur place ou qui reprennent les infos de l'AFP, mais c'est vrai que pour trouver des informations, il faut quand même s'y intéresser, ça vient pas tout de suite. Et ce brouillard, il est actuellement en place au Liban où les bombardements israéliens sur des zones civiles continuent chaque jour et s'intensifient. Parce que même si on en parle beaucoup moins, Israël s'est pas du tout arrêté et continue sa politique expansionniste dans le sud Liban. Depuis le 1er octobre 2025, le gouvernement israélien a lancé une attaque dans le sud Liban pour, selon eux, éradiquer la menace du Hezbollah. Mais on va le voir ensemble dans cette série de 2 vidéos, le véritable objectif d'Israël à travers ce conflit, c'est toujours d'augmenter sa zone d'influence dans la région. Et donc par la même occasion de se protéger. Et ça c'est ce que l'État hébreu fait depuis sa création en 1948. Actuellement, le conflit au Liban, ça ressemble énormément au conflit qui avait lieu en Palestine. Il y a énormément de bombardements de zones civiles, des déploiements de soldats sur place et des violations continues des cessez-le-feu. Par exemple, ce jeudi 4 juin 2026, alors qu'Israël et le Liban avaient convenu quelques jours plus tôt d'un cessez-le-feu, le ministère de la Défense israélien a annoncé vouloir poursuivre ses frappes et ses opérations sur place. Mais alors pourquoi un tel acharnement? Pourquoi Israël est dans une politique paranoïaque? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de ce conflit et de manière globale de la raison des conflits au Proche-Orient ces dernières décennies. On reprend donc notre machine à voyager dans le temps et on se retrouve en 1913 à l'aube de la Première Guerre mondiale. À l'époque, le Proche et le Moyen-Orient sont réunis au sein de l'immense empire ottoman qui existe depuis 1299. En 1913, le territoire ottoman couvre 1,8 million de kilomètres carrés. C'est 3 fois la taille de la France actuelle. Et c'est exactement comme la situation de l'Empire austro-hongrois à la même époque. L'Empire ottoman, c'est un géant en termes de taille territoriale, mais en vérité, c'est un géant aux pieds d'argile. Parce qu'avec la Première Guerre mondiale qui arrive, le pouvoir ottoman se centralise et se nationalise. Le sultan Mehmed V s'appuie sur une caste pour diriger le pouvoir, les Turcs sunnites. Ces derniers ont énormément de privilèges, ils sont plus susceptibles d'accéder aux hautes fonctions administratives. Ce modèle social, un peu comme dans l'Empire austro-hongrois, en fait, ça amène des inégalités. Parce que la société, elle est plus basée sur le mérite, mais elle est basée sur son appartenance à une caste ou à une autre. Dans ce contexte, tout comme au sein de l'Empire austro-hongrois, les volontés indépendantistes au sein de l'Empire ottoman se font de plus en plus fortes. Et ça, c'est le cas notamment des Arméniens qui affichent publiquement leur volonté d'indépendance.
ou du moins d'avoir plus d'autonomie. Ce qui donnera le premier génocide de l'ère moderne, puisque les Ottomans ils vont réprimer cette volonté indépendantiste dans le sang. À partir de 1915, le meurtre perpétuel des Arméniens est organisé par le pouvoir ottoman, et au total ce sont 1,5 million de personnes qui vont décéder. Et le Liban connaît aussi son lot de monstruosités. À l'époque, on appelle cette province de l'Empire ottoman le Mont Liban. C'est une province qui regroupe en majorité des populations chrétiennes, et ce qui en fait donc un ennemi potentiel pour la caste sunnite au pouvoir de l'Empire ottoman. On est alors en 1915 et la Triple Entente, donc le Royaume-Uni, la France et la Russie, organisent un blocus en mer Méditerranée pour tenter de réduire la puissance de l'Empire ottoman. Pour pallier à ce manque de nourriture, Djemal Pacha, le commandant de la 4e armée de l'Empire ottoman, réquisitionne la nourriture du sud de la Syrie. Sauf que le problème, c'est que ces denrées devaient aller au peuple du Mont Liban. Résultat, une famine est savamment organisée et 150 000 personnes mourront au Mont Liban sur les 450 000 habitants, soit un peu plus de 33% de la population. Cette tragédie, elle est restée dans la culture locale sous le nom de Grande Famine du Liban. Cet acte délibéré visant à réduire la puissance des chrétiens du Mont Liban restera comme une trahison dans l'esprit des Libanais. Ce qui va forcément pas arranger les relations entre le pouvoir sunnite et la province, et donc ce qui va augmenter la volonté d'indépendance de ce peuple. Donc là on a tout, la centralisation du pouvoir, la répression, les inégalités d'accès aux hautes fonctions, les meurtres de masse, ce qui donne un cocktail explosif qui va bientôt prendre feu. Et le début de la fin de l'Empire ottoman, il est acté en octobre 1914, lorsque l'Empire ottoman prend la décision de rejoindre l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois dans sa guerre contre la Russie, le Royaume-Uni et la France. Là, je suis obligé de vous faire une petite parenthèse sur les raisons stratégiques, économiques et géopolitiques de ce choix d'alliance, parce que, vous allez le voir, c'est un choix qui a énormément impacté l'histoire de la région. Déjà, la première raison, c'est qu'il y a une rivalité historique entre le peuple ottoman et le peuple russe. Ce sont deux géants territoriaux qui, depuis des siècles, s'affrontent, notamment pour la domination de la mer Noire. Et ce sont des affrontements qui restent en place à l'automne 1914, parce que la Russie impérialiste et expansionniste a des vues sur plusieurs détroits, le détroit du Bosphore et le détroit des Dardanelles. Ces deux détroits, ils relient la mer Méditerranée à la mer Noire, et donc ça donne la possibilité à la Russie de pouvoir avoir un ancrage en mer Méditerranée, et donc sur tout le commerce méditerranéen. La deuxième raison, elle est militaire. Les Allemands, ils ont promis au pouvoir ottoman que si ils s'alliaient à eux, ils leur enverraient des officiers pour former leurs troupes, du matériel, que ce soit des armes, de l'artillerie ou des obus, ainsi qu'une éducation à l'art de la guerre moderne. C'est un espèce de pack modernisateur de l'armée ottomane. Et la troisième raison, elle est territoriale. En 1912 et en 1913, l'Empire ottoman a perdu deux guerres, ce qu'on appelle les guerres balkaniques. Et à la suite de ces conflits, l'Empire a perdu énormément de territoires, que ce soit le Kosovo, l'Albanie, quasiment l'entièreté de la Macédoine et des îles de la mer Égée. Et le sultan Mehmed V, il a pour objectif de récupérer ces territoires. Le choix de l'alliance, en fait, il semble tout tracé pour l'Empire ottoman qui choisit le côté des Allemands et des Austro-Hongrois. Et à partir de là, le démantèlement de l'Empire ottoman par les Britanniques et les Français devient une priorité dans la guerre. Pour les Anglais qui sont déjà implantés diplomatiquement dans la zone, l'important c'est de soutenir les revendications indépendantistes et autonomes des différents peuples qui constituent l'Empire ottoman. Il s'appuie notamment sur les rêves d'indépendance des musulmans qui ont une volonté de se regrouper au sein d'un même État. Alors les Anglais leur donnent des garanties. Si vous vous rebellez contre l'Empire ottoman, on vous donne l'État dont vous rêvez. Que dans le même temps, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, Arthur Balfour, envoie en 1917 une lettre à Lionel Walter Rothschild, qui est l'une des personnalités juives britanniques les plus riches de tout l'Empire britannique. Dans cette lettre, le Royaume-Uni se déclare favorable à l'installation d'un foyer juif en Palestine après la guerre. L'objectif pour les Britanniques, avec cette lettre, c'est de continuer à avoir le soutien financier des juifs internationaux, notamment britanniques ou américains. Autant vous dire que quand les Arabes ils ont appris cette nouvelle, et en fait ça a été comme une bombe. Il y a eu double promesse et double trahison, parce que oui, après la guerre, l'État juif ne sera pas créé et l'État arabe ne verra pas le jour non plus. 6 semaines seulement après la déclaration Balfour, lorsque le général Allenby entre en Palestine, il lui déclare « La Palestine ne sera ni juive ni arabe, elle sera anglaise ». Et ces trahisons, elles sont même officialisées au niveau international. Le 25 avril 1920, lors de la conférence de San Remo, la très récente Société des Nations, donc qui est l'ancêtre de l'ONU, offre l'Irak, la Palestine et la Jordanie au Royaume-Uni, tandis que la France récupère la Syrie et le Liban. Ces territoires deviennent des mandats. La France et le Royaume-Uni y ont toute autorité.
Si on revient sur le Liban, le pays gagne un petit peu en autonomie à partir de 1926 avec la création de la République libanaise. Ça reste un genre de gouvernement un peu fantoche dirigé au fond par l'État français. Et la situation elle restera telle quelle jusqu'en 1943 où le Liban déclare son indépendance. À l'époque, le gouvernement français, c'est le gouvernement de Vichy qui a alors affaire à plusieurs fronts. Le front américano-britannique qui se rapproche dangereusement des frontières avec l'invasion de la Sicile et de l'Italie du Sud, et le front intérieur avec les nombreux mouvements de résistance qui se mettent en place et qui commencent à s'organiser de manière nationale. Après plusieurs semaines de manifestations du peuple libanais, le gouvernement de Vichy n'a pas les capacités de garder l'ordre à plusieurs milliers de kilomètres de sa capitale. Mais bon, malgré tout, la France y garde une partie de ses soldats et les derniers partiront seulement en 1946. Il faut bien comprendre que pendant toutes ces périodes, donc depuis les accords de San Remo jusqu'à l'indépendance du Liban en 1946, la région elle est en train complètement de brûler. La trahison franco-britannique est encore au cœur de toutes les pensées. Deuxièmement, parce que les Arabes de la région voient de plus en plus arriver sur leur terre des Juifs européens. Parce qu'en Europe, l'antisémitisme est en train de monter dans l'entre-deux-guerres. Il y a les pogroms en Russie, la montée du nazisme et de l'extrémisme en Allemagne. Tout ça sur fond d'une Europe où l'antisémitisme devient normalisé. Et donc de nombreuses familles juives sionistes décident de partir au Proche-Orient où les Anglais avaient fait cette fameuse promesse de la terre d'accueil. Et ça, ce sont des mouvements qui vont augmenter et qui vont se généraliser pendant et après la Seconde Guerre mondiale suite au génocide du peuple juif par les nazis. Il y a toutes ces tensions qui augmentent et vient le point crucial, le point final de toutes ces tensions, le fameux plan de partage de l'ONU de 1947. Les promesses de la Première Guerre mondiale sont restées dans la tête des Alliés qui ont à cœur de les faire respecter, mais de faire respecter les deux promesses qui ne sont pas compatibles. Et c'est alors la Palestine qui est à très grande majorité musulmane qui est choisie pour être partagée. On y fait naître un État arabe et un État juif. Et le Liban, lui, se situe à la frontière nord de ces deux nouveaux États, donc au cœur d'un conflit naissant. Dès le plan de partage, les différents pays de la région, dont le Liban, vont organiser en secret une lutte pour pouvoir mettre fin à ce plan de partage. La date du début de la guerre est fixée au jour même de la fin du mandat des Britanniques, et donc au départ de la Palestine des dernières troupes britanniques. On est le 15 mai 1948. La veille, Israël a déclaré son indépendance. Le lendemain, donc le 15, les derniers soldats et diplomates britanniques quittent la Palestine. Et le jour même, l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, l'Irak et le Liban partent à la conquête d'Israël dans l'objectif d'obtenir par la force les promesses faites par les Anglais lors de la Première Guerre mondiale. Et ce qui se voulait être une guerre éclair devient tout simplement un bourbier. Malgré des avancées en mai et en juin 1948, l'alliance des pays arabes n'arrive pas du tout à leurs objectifs. Et après une première trêve d'un mois, Israël contre-attaque en juillet de la même année. Et pendant plusieurs mois, le conflit fait rage dans la région, jusqu'au début de l'année 1949. En fait, Israël repousse l'alliance et conquiert même du territoire supplémentaire. Les accords d'armistice sont signés entre février et juillet 1949, ce qui signe la fin de la guerre israélo-arabe. Israël sort renforcé de ce premier conflit, passant de 14 000 km² à 20 700 km². L'État juif passe de 55% de domination de la Palestine à plus de 75%, et plus de 700 000 réfugiés palestiniens prennent la route soit du nord au Liban, soit du sud vers la bande de Gaza. L'ONU ne reconnaît pas du tout ces nouvelles frontières d'Israël, mais ne fait rien pour empêcher le développement de ce nouveau pays. Et la même année que la signature de ces armistices, Israël est admise au sein de l'ONU. La faiblesse de l'ONU et l'absence de condamnation et de répression poussera Israël à faire exactement la même chose 18 ans plus tard pour conquérir de nouveaux territoires. Mais ça, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo qui sortira la semaine prochaine, où on étudiera la pensée expansionniste israélienne, le développement du Hezbollah au Liban et l'évolution du conflit en cours. Mais avant de vous quitter, je voulais parler d'un tout autre sujet. Vous avez peut-être remarqué le livre qui était sur mon canapé ici. Il s'agit de Ma Grande Guerre de Gaston Lavie. Et en fait, c'est un livre que j'ai retrouvé dans mon grenier et que je trouve incroyable. C'est un journal de guerre qui est écrit par un simple soldat de troupe. C'est un soldat qui est dans la territoriale, donc c'est-à-dire un soldat qui creuse les tranchées, qui fait le ravitaillement, qui fait toutes ces choses auxiliaires pour permettre tout simplement la tenue du front. Ce fameux Gaston Lavie, c'était quelqu'un qui dessinait beaucoup. Et vous avez son récit qui est retranscrit avec sa plume, avec tous ses dessins. Il raconte ses souffrances, ses doutes, son quotidien de soldat. Je trouve ça passionnant. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, ce type de récit, et encore moins
l'arme territoriale au sein de l'armée de terre lors de la Première Guerre mondiale. Je voulais savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo un jour sur ce Gaston Lavie, que je fasse une vidéo pour vous expliquer son existence, sa guerre, et pour vous montrer que la Première Guerre mondiale, c'était pas simplement que le front. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous souhaite bonne semaine, informez-vous bien, allez, c'est ciao!